Cynic, tu es donc avec nous ce matin pour nous parler de ton autobiographie Une époque formidable qui sort ce jeudi. Alors tu y racontes vraiment tout ton parcours, de ton enfance à la naissance de tes filles en passant par tes déboires dans la rue et bien sûr ton ascension dans le rap game, c'était dans les années 2000. Le titre du livre, c'est bien sûr celui d'un de tes sons sorti en 2005. Rappelle-toi, on était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de label. 10 ans plus tard, certains manquent à l'appel. Un peu plus tard, j'aurai ma ville comme soutien. Soudain, j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens. Alors tu écris dans le livre, ce son restera un de mes plus grands morceaux. Alors j'imagine que c'était une évidence d'en faire le titre de ton autobiographie. Bah ouais, je trouve que ça représentait bien à la fois ma vie, à la fois tout ce que j'ai voulu raconter dans le livre. Et il y avait évidemment ce petit clin d'œil à ce morceau-là que tout le monde connaît. En tout cas, moi, ceux qui m'ont suivi musicalement connaissent évidemment ce morceau. Et au vu des réactions en concert, quand je le fais, ça reste encore une fois un de mes plus grands morceaux. Donc tout ça me paraissait évident, ce petit clin d'œil, je trouvais ça intéressant. Alors honnêtement, c'est plus simple d'écrire un livre ou d'écrire un son? On en parlait à l'instant en fait. En off, c'est vrai. En off, et je disais à Virginie que ouais, c'était, pour moi, ça m'a paru beaucoup plus simple. Parce que bah, t'es pas obligé de chercher des rimes, des punchlines, des métaphores, etc. En fait, tu racontes... j'ai l'habitude en fait d'écrire des textes et ça m'a appris à structurer mes phrases, à avoir ce côté un peu de rédaction classique entre guillemets. Et ouais, non, moi j'ai trouvé ça assez simple, j'ai trouvé ça kiffant. C'est une autre écriture. Et c'est surtout ce que tu me disais, que c'est t'as l'habitude de te livrer dans tes sons. Donc là, c'était quasi le même exercice. Bah exactement, c'est ça, c'est ce qu'on se disait aussi. C'est que si j'avais été quelqu'un de très pudique, très réservé dans mes sons, j'aurais peut-être eu plus de mal à écrire mon livre. Mais moi, j'ai jamais eu aucun souci. Au contraire, c'était presque une marque de fabrique de parler de choses... dont les autres ne parlent peut-être pas forcément, en tout cas de se livrer énormément dans mes textes. Et du coup, le faire dans un livre, c'est une autre manière de le faire, mais ça m'a paru assez simple et assez kiffant. En tout cas, j'ai pris vraiment, vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Et chaque fois que je me mettais sur le bouquin, j'étais très content et ça avançait très vite, donc c'était cool. Ouais, l'écriture était naturelle en fait. Exactement, fluide et naturelle. Ce qui n'était pas toujours le cas avec la musique. Des fois, t'as un peu moins d'inspi, t'es là, tu butes sur une prod, t'es un peu moins dedans, tu forces un petit peu plus le truc. Tu dis, faut quand même que j'avance, faut que j'écrive, faut que l'album y sorte. Là, c'était, dès que j'avais envie, j'écrivais, c'était vraiment au feeling et voilà, c'est ce que j'ai aimé. On va revenir un peu sur les moments forts que tu racontes donc dans le livre. Tu racontes donc déjà cette période de ta vie où tu as basculé dans la délinquance, en partie à cause des problèmes d'argent que connaissait ta famille. Alors, tu as été déscolarisé très tôt, c'est ce que tu racontes, 15 ans, et je crois, même c'est ça? Même un peu 14. plus tôt, ouais, 14. Trop jeune donc pour travailler. Alors, pourquoi avoir voulu raconter cette période un peu sombre de ta vie? Parce qu'elle en fait partie et qu'elle représente beaucoup d'années de ma vie. Si c'était un truc qui avait duré 6 mois, sincèrement, je l'aurais éludé, j'en aurais pas du tout parlé. Mais cette période charbon, délinquance, et quand je dis délinquance, c'est pas des fourgons, on n'a pas fait des fourgons, on n'a pas fait des grosses choses, mais c'était juste la petite délinquance relou, dangereuse pour soi-même, dangereuse pour les autres, et c'était devenu un espèce de mode de vie qui a duré très très longtemps. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que je pouvais pas sauter ce truc-là et ne pas parler de ça. Ça a représenté trop d'années dans ma vie, ça a conditionné aussi un certain fonctionnement, une certaine manière de vivre, un peu dangereuse, un peu relou. Et évidemment, j'étais obligé d'en parler. Je voulais pas la glorifier, mais je pouvais pas non plus l'esquiver. Alors tu parles de petite délinquance parce que donc il y a un moment fort où tu racontes avoir commis un vol à la tire sur une dame qui traversait ta cité. C'est ça. Ce jour-là, tu écris que tu n'as récolté qu'un maigre butin de 22 francs. Tu écris, et je cite, « J'aimerais revoir cette dame, la prendre dans mes bras, elle qui doit avoir un certain âge aujourd'hui. J'aimerais lui présenter mes plus sincères excuses, lui dire à quel point je n'étais qu'un jeune gamin paumé et inconscient. » Période de ta vie que tu regrettes le plus? Cette anecdote que tu racontes, j'avais 13 ans, donc c'est pour ça que je la raconte dans le livre, et c'est ce que je dis juste après. Je dis qu'en fait, on commence souvent par ce qu'il y a de plus minable et ce qu'il y a de vraiment de plus pitoyable. Et le problème de la délinquance, c'est que quand tu es tout en bas, après tu veux grimper, tu veux toujours plus, etc. Et oui, évidemment que si je revoyais cette dame, je m'en excuserais. Aujourd'hui, voilà, on a une vie qui est totalement différente. On a fait beaucoup de choses, on a fait du mal à des gens qui n'avaient rien demandé. Et quand tu grandis, quand tu prends un peu de bouteille, quand tu deviens père comme moi, forcément ces choses-là tu les regrettes. Donc je la reverrai jamais malheureusement, mais voilà, je tenais à faire passer ce message via le livre. Et exprimer ses regrets, c'est une sorte de libération pour toi? Pour moi, c'est naturel, c'est quelque chose de normal. C'est les valeurs que j'essaye d'apprendre à mes filles. C'est que voilà, quand on a merdé, il faut savoir le dire aussi. C'est un beau message pour la jeunesse aussi, tous ces jeunes qui vont te lire. Pour tout le monde en général, et je pense que tout le monde devrait être comme ça. Ça serait tellement plus simple si celui qui a fauté s'excuse. Des fois, ça coûte rien, ça prend 2 secondes et ça permet d'apaiser beaucoup de choses. J'ai du mal avec les gens très fiers qui vont rester sur leur position en sachant pertinemment
qu'ils ont merdé, que c'est de leur faute, etc. Moi, j'ai fait des erreurs et je pense que c'est honorable à chaque fois de le reconnaître et de l'admettre. Mais je trouve ça très bien. Et puis, je disais hier à l'équipe qu'en lisant le livre, on te découvre autrement. Ouais. Donc, vraiment, lisez-le. Il y a plein de passages hyper émouvants, notamment où tu parles de ta famille. Ta famille qui a traversé une époque particulièrement compliquée financièrement. Et puis, vient tout d'un coup le succès dans la musique. Et tu écris en une année, tu as gagné plus que tes parents réunis en une seule vie. Alors, comment on vit ça à ce moment-là ? Sincèrement, c'est pas si facile que ça. Ça pourrait être perçu comme quelque chose d'incroyable et au final, c'est un peu déstabilisant parce que déjà, t'as ce truc où t'es un peu... t'es presque gêné en fait de gagner autant par rapport à tes parents qui, je pense, le méritaient plus que moi par rapport à la vie qu'ils ont eue, par rapport au nombre de fois où ils se sont levés très tôt, par rapport au charbon qu'ils ont fait. Donc tu redonnes en essayant de faire plaisir au maximum, tu compenses comme ça en redonnant beaucoup. Mais ouais, ça m'est déjà arrivé d'être un petit peu gêné parce que les sommes étaient folles. On les a pas volées. Je le dis dans le livre. Oui, tu dis. On va lire le livre. Des chèques à 6 chiffres, voilà. Non, mais ça devait être une année à pas loin de un demi-million d'euros, je pense. Tu vois, donc c'est énorme, tu le sais. pour nos parents, je sais pas, moi, mon daron, tu lui montrais 10 000 euros, déjà sa tête elle tournait, tu vois. Donc forcément, c'était des sommes qui étaient complètement folles, et surtout par rapport à la vie que j'avais quelques années auparavant. Donc c'est ce que j'ai voulu dire aussi dans le livre, c'est ça, c'est que des fois la vie ça bascule du jour au lendemain et tu passes, encore une fois, c'est ce que j'écris dans le bouquin, tu passes d'un compte vide à la poste à un compte blindé dans une grande banque et c'est comme ça. Mais on va pas s'en excuser non plus, on a travaillé pour. Non, c'est pas tombé du ciel, mais ça peut être déstabilisant. Et tu écris aussi le succès est une épreuve au même titre que l'échec. Bien sûr. Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'en fait, l'échec, tu vas l'encaisser comme un échec, donc tu vas te remettre en cause, etc. Et souvent, le succès, on croit que c'est acquis, on croit que... Et ça change beaucoup, beaucoup les gens. Il y a des gens qui ont pété les plombs avec de gros succès. Et je pense que l'échec et le succès, au final, sont deux manières de te tester, de savoir comment tu vas réagir, quelle personne tu vas devenir. Est-ce que tu vas rester humble ? Est-ce que tu vas partager ? Est-ce que tu vas redonner ? Ou est-ce que, au contraire, comme beaucoup de gens dans ce milieu-là, tu vas péter les plombs, tu vas te prendre pour un autre, etc. Donc, dans les deux cas, ça te teste et ça te permet de savoir qui tu es en tant qu'humain au sens large du truc et j'ai connu les deux et je pense être resté le même, donc ça va. Et dans les deux cas, l'entourage est hyper important en vrai. L'entourage est dans ce milieu-là, dans la musique et peut-être même plus dans le rap, l'entourage est indispensable. Quelqu'un de mal entouré, je pense qu'il fera pas long feu. Tu as une très longue carrière aussi, tu sais, tu as connu beaucoup de gens dans ce milieu-là et tu sais que si tu es mal entouré, si tu es mal accompagné, si tu es mal conseillé, il va t'arriver des galères parce qu'il y a un moment ou un autre où tu vas dérailler. Et moi, j'avais des gens qui étaient très francs autour de moi, qui savaient me dire si c'était bien, qui savaient me dire si c'était de la merde, qui savaient me recadrer. Le peu de fois où j'ai déraillé un petit peu, et je pense que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée en fait. Avoir un entourage franc dans la musique et dans la vie en général, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Faut pas avoir des gens qui vont toujours aller dans ton sens. Ouais, c'est bien, t'es le plus beau, t'es le meilleur, parce que ça peut t'envoyer dans le mur. Il y a quelques secondes, tu nous parlais de ton rapport à ta famille et dans ton livre, tu parles de ton papa Ali. Tu dis ceci, Ali, de son vrai prénom, mais Alain, pour tous ceux qui le connaissaient, de l'être ajouté et imposé par une époque où les étrangers cherchaient par tous les moyens à se faire tout petit en France, dans cet éternel souci de vouloir s'intégrer sans faire de bruit. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intégration dans l'actualité, c'est un sujet vraiment récurrent. Tu trouves qu'on s'améliore ou pas du tout ? C'est compliqué, hein. J'ai pas spécialement l'impression qu'on s'améliore. Au contraire, j'ai peut-être même l'impression qu'on régresse un peu plus. Les étrangers avant, arrivaient en France et voulaient se faire petits parce qu'ils voulaient être acceptés tout de suite. Ils avaient des parents qui leur disaient faites pas de bruit, restez dans le rang, vous faites pas remarquer. En gros, c'était ça et beaucoup d'étrangers vivaient de cette manière-là. Aujourd'hui, quoi que tu fasses, t'es stigmatisé. Il y a des chaînes qui H24 du matin au soir travaillent dans le sens de stigmatiser, de pointer du doigt, de toujours taper sur les mêmes. Donc j'ai pas l'impression que ça avance, au contraire, j'ai même l'impression qu'on recule. Le racisme, l'exclusion, le taper toujours sur les mêmes, etc. C'est devenu un fonds de commerce pour certains. Et il y en a qui gagnent leur vie sur ça. Si tu leur interdisais le mot islam, étranger et musulman, ils seraient tous au chômage, tu vois. Donc moi, je me dis que mon avenir n'est plus dans ce pays, qu'à un moment ou un autre, il faudra le quitter parce que
avec nos petites épaules, on a essayé de faire pas mal de choses, de faire passer beaucoup de messages, etc. Mais j'ai l'impression, et j'espère me tromper, que c'est une machine sur laquelle avec qui on peut pas lutter contre ces choses-là. C'est une évolution de société. Aujourd'hui, être étranger, être noir, être musulman, être tout ce que tu veux, c'est devenu très compliqué en fait dans ce pays, et malheureusement on te le fait ressentir très souvent. Donc on est fiers de toi quand tu marques des buts en finale de Coupe du Monde, mais au-delà de ça, en gros, tiens-toi à carreau, et je trouve ça dommage. 8h24, si vous nous rejoignez, c'est Cynic qui est notre invité ce matin. Tu racontes ton parcours dans la musique aussi, dans ton livre. Ça a commencé par le clash. D'ailleurs, tu étais connu pour ça, notamment avec cette fameuse phrase dans le morceau L'Assassin. T'as voulu clasher SNK, t'es dans la merde. Même moi, je les disais. Mais je te jure, c'est vrai. C'est le morceau qui a changé ta vie. Je te jure, c'est vrai. Ouais, bah ça a tout changé. C'est vrai. C'est ce que je disais dans le livre, c'est que ça a tout changé. Je l'ai entendu je sais pas combien de fois, hein. Je vais pas te mentir, il n'y a pas que toi. Partout où j'allais à l'époque, on me le ressortait. Mais quelque part, c'est cool, c'est ce qu'on a voulu aussi. Sans le vouloir, on a créé une gimmick. Et ça a été une marque de fabrique. Mais oui, tout a changé à partir de là. Alors c'est marrant parce que tu as fait des concerts dans des grandes salles, tu parles notamment de l'Olympia dans le livre, mais tu dis que tes meilleurs souvenirs c'était dans les petites salles. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Parce que tu as ce truc particulier où le public n'est pas forcément acquis. Tu vois, quand tu fais des salles de banlieue, où avant d'être vraiment, vraiment connu, c'est des petites salles, les gens sont très proches de toi, et tu as ce truc où si tu arrives à aller les chercher, si tu arrives à retourner la fosse, etc., t'es plus content parce que c'était moins gagné d'avance. Quand tu arrives et que tu es connu, que tu vends des centaines de milliers d'albums, le public il est acquis à ta cause. Donc je dis pas que c'est simple, mais tu sais que ça va être moins galère. Quand tu arrives à retourner une salle qui te connaît pas spécialement, salle de banlieue, faut préciser que les salles de banlieue sont extrêmement exigeantes. Nous aux Ulysses, on avait un public qui était intransigeant, et si tu arrivais à les faire bouger, c'est que tu avais réussi quelque chose et que tu avais été bon ce soir-là. Donc c'était plus gratifiant, on va dire. Je pense que tu le sais, mais le titre de ton livre, c'est un titre d'un de tes sons, mais c'est aussi le titre d'un film sorti en 91 avec Gérard Jugnot. Tu l'as vu ? C'est ça, ouais. Tout est parti de là. Même quand j'ai trouvé le titre Une époque formidable en 2005 et tout, c'était évidemment en référence à ce film-là. Quand j'ai vu le titre de ton livre, je me suis dit que, et même en lisant ton livre, tu vois, ton parcours il est inspirant. Vivi, elle le disait il y a quelques minutes. Ça te chaufferait pas de faire de ton parcours un film, une série, d'aller vers ce milieu-là ? Ça te chaufferait, toi, sur le papier, tu vois ? Ce qui m'intéresserait, c'est que j'ai fait de la musique, j'ai fait un bouquin, et si maintenant j'arrivais à en faire quelque chose de visuel, j'aurais vraiment, vraiment l'impression que la boucle est bouclée, et je serais allé dans toutes les directions de ce qui se fait artistiquement. Donc, puis on est à l'ère des séries, etc. Et en toute modestie, je pense que ça pourrait faire une mini-série plutôt cool. Donc évidemment que ça m'intéresserait. Après, voilà, ça c'est une marche qui est très très haute, et c'est pas dit qu'on y arrivera, mais j'espère. Il y a peut-être un producteur qui nous écoute là. S'il nous écoute, il nous contacte. Et Cynic Fauzi, notre journaliste, a quelques questions pour toi. Ouais, Cynic, dans ton livre, tu dis que tu étais un poison du système scolaire. Alors maintenant que tu as 2 filles, tu leur dis que l'école c'est important, tu les pousses dans cette direction. Bien sûr. Donc je leur dis quoi, foutez la merde. Non, évidemment, bien sûr. On se sert de ce qu'on a vécu. Ouais. Après, c'est des époques qui sont totalement différentes. Tu vois, nous, l'école, je pense qu'on avait moins conscience de ce que c'était à l'époque. On avait ce côté un peu fou. On n'était pas vraiment sensibilisé à ça. Maintenant, j'ai même pas besoin de leur dire. Moi, ma grande, parce que j'en ai une qui est en toute petite section, mais la grande, elle bosse. C'est une autre génération. C'est beaucoup plus studieux. Ça prend l'école au sérieux. Ça a pris conscience que l'école avait un impact aussi sur l'avenir. Donc il n'y a même pas besoin d'être dans le discours ouais, l'école, elles le savent et elles le savent déjà. Alors l'école en France, elle est en crise, on le voit, il y a des violences, il y a des harcèlements. Et là par exemple, ça fait 15 jours que les profs dans le 9-3 ils sont en grève puisque les bâtiments ils sont délabrés, il y a un manque de remplacement. Quel regard toi tu portes sur l'école aujourd'hui ? Tu dis l'école elle est en crise comme si avant c'était pas le cas. La violence existait déjà, le harcèlement aussi, sauf que c'était... personne n'en parlait en fait, tout simplement. Donc c'est des problèmes qui sont récurrents à l'école. Et en France, pour parler de l'État, des locaux, etc., c'est un paradoxe de ouf quand même qu'on soit dans un pays comme ça et t'as des commissariats éclatés, des hôpitaux fatigués, des écoles éclatées et
c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ces choses-là parce que c'est un pays qui a beaucoup d'argent et des fois tu te demandes où ils le mettent. Là, il y a les JO qui vont coûter je sais pas combien. Et tu sais, des fois on a ce réflexe de se dire mais si j'étais président, moi je le ferais. Je mettrais un peu de sous pour rénover tout ça. Et tu te demandes toujours pourquoi ça n'a pas été fait. Donc ils ont bien raison de manifester, d'aller foutre un peu la merde parce que dans ce pays, il n'y a que comme ça, je pense que les choses avancent. Mais en tant que père, toi, c'est pas quelque chose qui te préoccupe ? Le délabrement de l'école. Bien sûr, j'ai des enfants à l'école, donc forcément, si tu me disais qu'ils étaient dans un truc pourri, moisi, ça m'embêterait. Donc ça concerne tout le monde en fait, tous ceux et pas même, ceux qui n'ont pas d'enfants, etc. Je veux dire, l'école, c'est le début de l'avenir, c'est la génération d'après, c'est là où on crée les futurs adultes solides qui vont faire de grandes choses plus tard. Donc si déjà tu les mets pas dans des bonnes conditions, c'est compliqué. C'est pour ça que je te dis, je comprends pas pourquoi en France on met pas. En plus, c'est pas des trucs qui coûtent, je pense, des milliards, mais à un moment faut rénover. Et on dépense beaucoup d'argent dans ce pays pour des trucs de merde qui servent à rien. Et je pense que c'est là qu'on devrait mettre les sous parce que l'éducation, le futur de nos enfants, c'est le futur aussi, je pense, d'un pays. Alors dans ton livre Cynique aussi, tu adresses plusieurs messages à la jeunesse directement, avec un message très touchant, il y en a plusieurs, mais celui qui est le plus touchant, tu dis profitez de vos parents. Ouais. Et ça c'est très important faut pas négliger les souvenirs, parce que donc, tu as perdu ta mère assez récemment et ton père il est gravement malade. Et toi du coup, voilà, ce que tu dis à la jeunesse, c'est profitez d'eux, à fond. Bien sûr, parce qu'on a ce défaut quand on est jeune de penser qu'on a toujours le temps et que nos parents sont éternels et que ce qu'on pouvait faire ce dimanche, on le fera celui d'après. Et le message que j'ai voulu faire passer, c'est ça, c'est qu'un beau jour tu te lèves et malheureusement, c'est presque la fin ou c'est déjà la fin. Et il faut aimer ses parents en fait, c'est important, c'est très, très basique de dire ça, mais c'est vraiment des valeurs qui me touchent. Il faut aimer ses parents, il faut leur dire, il faut les accompagner, il faut parler avec eux, il faut aller manger chez eux, il faut les aider, il faut les écouter, il faut passer des bons moments comme ça parce qu'après quand ça s'arrête, au moins on n'aura pas de regrets. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs parents et qui vivent aujourd'hui avec des regrets de se dire ah putain si j'avais su. Tu vois, moi j'ai toujours été présent pour mes parents et quand j'ai perdu ma mère, j'ai relu certaines conversations et il y a des messages auxquels j'avais pas répondu et rien que des petits trucs comme ça, je me disais putain, tu vois, rien que ça te donne des regrets. Alors imagine les gens qui n'ont pas été là du tout, qui n'ont pas été présents. Donc voilà, aimez vos parents, dites-leur et profitez d'eux au maximum. Tu parles beaucoup de la jeunesse dans ton livre et tu déplores, alors t'es pas le seul, mais tu déplores aussi qu'il y a pas mal de jeunes aujourd'hui, leur ambition c'est être célèbre, être connu, tout simplement. Je dis même que c'est devenu un métier en fait, d'être connu, être connu. Sur les réseaux par exemple, être influenceur. Toi qui as connu l'époque où on disait que le GOAT c'était vraiment être enseignant, avocat, médecin, et aujourd'hui il y en a beaucoup qui veulent être juste influenceurs sans talent quoi en fait. Quel regard toi t'as sur ça ? Je suis perturbé par ça, évidemment. Comme tu l'as dit, nous, le top à l'époque, c'était des métiers très nobles, docteur, avocat, etc. Aujourd'hui, après c'est... ça, c'est encore un autre délire, ça. Ta grande, elle sait ce qu'elle veut faire plus tard ou pas ? Non, elle est dans un autre truc. Elle veut faire de la parfumerie, etc. Elle est vraiment dans ce truc-là. Mais tu peux pas leur en vouloir à cette génération. C'est-à-dire que nous, ça nous perturbe, mais en même temps, on peut le comprendre, puisque petit à petit, on a vu des émissions arriver, des émissions qui, même il y a très longtemps, là, les premières Star Academy, le Loft et tous ces trucs-là, où on a rendu des gens célèbres sans forcément beaucoup de talent. Ensuite, il y a eu les réseaux sociaux qui sont arrivés, donc il y a des gens qui ont énormément d'abonnés, tu sais même pas c'est qui. Et tout ce truc-là a créé en fait une génération où les jeunes aujourd'hui, ils veulent faire pareil. Et ça, tu peux pas en vouloir à un jeune de vouloir faire ce qu'il voit tous les jours. C'est leur délire à eux, ça, on peut pas les accabler, etc. Nous, on a du mal à le comprendre, mais la société a fait que maintenant, on a fait croire aux jeunes que être connu, c'était quelque chose de bien et que le nombre d'abonnés valait plus que les valeurs humaines, etc. Donc, je le comprends, je le déplore en même temps, mais en même temps, je te dis, tu peux pas en vouloir à cette jeunesse parce que c'est leur code à eux, ils vivent là-dedans, ils sont là-dedans H24 et ils ont vu aussi des vrais succès, des gens devenir très très riches du jour au lendemain parce qu'ils avaient tel abonné ou tel truc ou parce qu'ils avaient fait telle vidéo. Donc tout va très vite dans cette société. Maintenant, tu fais une vidéo, tu fais le buzz, ça y est, le lendemain, ta vie, elle a changé. Et nous, ça prenait beaucoup plus de temps. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre ça. Sur l'actualité aussi, je me suis rappelé quand on a su que t'arrivais que dans ton titre Monde Meilleur, t'avais dit c'était avec Tunisiano, t'avais dit c'était en 2006, ça ferait du bien de voir les Juifs et les Arabes à la même table. Ouais. Là, c'est la guerre actuellement, ça fait plusieurs mois qu'il y a la guerre. Quand tu vois passer toutes les images sur les réseaux, tu le vis comment ? Je le vis mal. Je le vis mal. C'est quelque chose c'est pas un truc que tu vas regarder de façon anodine et tu vas passer à autre chose.
cette guerre, elle est incroyablement dure, incroyablement injuste. Et sans éluder et sans esquiver ce qui s'est passé le 7 octobre, j'ai du mal à comprendre ce monde qui ferme les yeux là-dessus. J'ai du mal à comprendre que tous ceux qui s'offusquaient de la Russie, qui criaient au scandale, au génocide, etc., sont bien silencieux. Il y a un deux poids, deux mesures qui est violent, et on ne peut pas nier que le but, c'est aussi d'exterminer toute une population. Donc moi, pour ça, j'ai aucun souci. Je sais ce que j'ai à dire et ce que j'ai à faire. Et je te le répète, sans éluder ce qui s'est passé le 7 octobre, on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et j'entends parler de trêve, tout à l'heure tu donnais les infos. C'est pas une trêve qu'il faut en fait, c'est que ça s'arrête en fait, tout simplement que ça s'arrête. Ça y est, ils ont payé au prix fort. Tous les Palestiniens ne sont pas des terroristes, tout comme à l'époque tous les Irlandais n'étaient pas des terroristes quand il y avait l'IRA, tous les Basques n'étaient pas des terroristes, tous les Corses ne le sont pas. Vous n'êtes pas dit que Vicente Lizarazu c'était un terroriste par exemple, tu vois. On peut pas mettre tout le monde dans le même sac sous prétexte qu'il appartient à une nation. Ça, je suis pas d'accord, donc voilà, que ça s'arrête le plus vite possible. Cynic, tu as été bien sûr un pilier du rap avec un patrimoine immense. Est-ce que aujourd'hui, quelques années plus tard, tu trouves que ton patrimoine il est suffisamment reconnu à sa juste valeur ? Musical, tu parles ? Ouais, musical. Reconnu, oui. Parce que je t'ai déjà entendu dire qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de rappeurs qui te faisaient des big up, faisaient des références à toi. Mais dans cette interview, je disais justement que j'en avais rien à foutre en fait. J'ai pas fait ça pour les rappeurs. Ouais. Tu vois, moi, ce qui compte, c'est que les gens qui m'ont écouté, et tous les jours de ma vie, je reçois des messages de soutien, des messages positifs, des merci d'avoir été là, des c'est grâce à toi que j'ai commencé à écrire. Les gens en fait te donnent beaucoup d'amour et ça les gens le voient pas forcément. Donc plaire aux rappeurs, je m'en fous, être cité par eux, c'est pas grave, on a marqué notre génération. Ce qui compte, c'est qu'on a plu aux gens qui nous écoutaient et c'est ce qui compte le plus. J'ai pas fait du rap pour les rappeurs, j'ai fait du rap pour le peuple et le peuple me le rend tous les jours dans la rue et sur les réseaux. Ouais, mais comme tu as un patrimoine musical qui est quand même XXL avec énormément de rappeurs qui sont forcément inspirés de toi, ça ferait quand même un peu plaisir que de temps en temps ils disent oui, j'ai écouté Cynic, j'ai été inspiré par son écriture. Il y en a quelques-uns qui l'ont dit, Je pense à Niska qui l'a dit par exemple. Niska, j'ai croisé Big Flo et Oli il y a pas très longtemps, il y en a d'autres, il y a Koffs, il y a beaucoup de gens qui m'ont témoigné du respect. Il y a quand même. Et c'est pour ça que je te dis, moi ça me suffit, il faut pas croire non plus que tout le monde m'esquive, etc. Mais tu sais, moi j'étais quelqu'un de discret, donc j'ai jamais fait beaucoup de bruit, même encore aujourd'hui, vu que ma carrière est terminée, je suis pas quelqu'un que tu vas voir sur les réseaux en permanence, etc. Donc je pense que déjà t'es pas le premier, enfin je suis pas le premier à qui on va penser parce que ce truc-là ne m'intéresse pas. Faut quand même faire appel à ses souvenirs. Mes plus belles années, elles datent de 2005, 6, 7, ça commence à dater. Il s'est passé d'autres choses depuis, donc j'en veux à personne. Ce qui compte, c'est le respect du peuple, le respect des gens qui m'ont écouté, et ça, je le récolte tous les jours et ça me suffit largement. Et on va parler musique avec Mike. Bah ouais, le livre, c'est par rapport à une époque formidable, le morceau, bien sûr. Rappelle-toi, on était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de label. 10 ans plus tard, certains manquent à l'appel. Un peu plus tard, j'aurai ma ville comme soutien. Soudain, j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens. Et Julie, le son date de 2005, on a 19 ans plus tard. Hein. Ouais, c'est ça. On a vieilli. L'an prochain, on fêtera les 20 ans. Hein. C'est ouf. Avec une tournée ou pas? Il y a une tournée cet été, il y a pas mal de dates qui continuent. Mais pour les 20 ans? Pour les 20 ans, j'aimerais bien faire un truc symbolique, je sais pas, on y réfléchit, c'est vrai que 20 piges quand même, 20 piges pour un album, ça se fête, ça se fête. Je vais te passer des phases du titre et tu me dis ce que t'en penses avec un recul de 19 ans dessus. Ok. On commence avec cette phase-là. 2 années passent et les premiers soucis, ça masse très vite. La chance m'évite, alors après la classe, on casse les vides. Les années passent, donc là les années ont passé, et les soucis aussi ou pas? Aujourd'hui? Ouais. Il y en a toujours, mais moins. En tout cas, ils sont moins impactants sur le moral. Et une vie sans soucis, je crois que ça n'existe pas. Quand tu deviens parent, tu as des soucis. À toutes les étapes de ta vie, tu as des soucis. J'ai créé des sociétés, c'est des soucis. Dans tous les cas, tu as des soucis, mais c'est pas les mêmes. Sincèrement, ils sont moins pesants. Et voilà, c'est des soucis qui sont gérables. C'est des soucis d'adultes, on va dire. Toi, tu conseillerais quoi à un jeune rookie, justement, pour éviter le genre de soucis que tu as eu? L'entourage, d'être bien entouré, d'avoir la tête sur les épaules, de coffrer de l'argent, d'investir, de surtout ne pas croire que tout ça est normal et que ça va durer toute une vie. Et voilà, de se dire à chaque album que ça peut s'arrêter. Et quand t'es dans ce délire-là, t'es un peu plus méfiant et un peu plus prévoyant. Okay. Il y a cette phase aussi dans Une époque formidable. De jour en jour, mes nouveaux potes seront mes nouveaux frères. Peut-être qu'on est sur terre, seul l'enfer me sera offert. De jour en jour, mes nouveaux potes seront mes nouveaux frères. T'as connu un succès taré, toi. T'as eu plein de potes. Comment t'arrives à voir les vrais du faux En fait, c'est le temps qui fait le tri. C'est le temps qui fait le tri. Et
déjà j'avais un socle, comme tout le monde, un socle d'amis. Moi j'ai des potes à moi qui n'en ont rien à foutre de la musique. Depuis toujours, qui n'en écoutent même pas, qui m'ont toujours appelé par mon prénom. Et ça m'a donné un équilibre en fait. J'ai pas eu que des nouveaux amis. J'avais mes amis d'avant, mes amis du foot, mes amis des Ulysse, Wills, Dooms, Moussa, La Vista, tous ces mecs-là avec qui je suis encore aujourd'hui. Donc déjà j'avais mon socle. Après c'est vrai que la musique crée de nouveaux amis. Il y a beaucoup de gens qui viennent se greffer à toi. Mais comme j'ai connu la musique à 25 ans, moi j'avais beaucoup de recul et je me suis pas fait avoir par ce truc-là. Il y a des artistes qui pensent que ça y est, du jour au lendemain c'est les plus intéressants. Moi j'avais beaucoup de recul. Je savais que du jour au lendemain il allait avoir beaucoup de monde. Mais ce qui comptait c'est que de l'autre côté j'ai toujours mon socle à moi, mes vrais amis, mes vrais gars. Et ça c'était ce qui avait le plus de valeur à mes yeux. J'ai un message pour toi d'un de tes potes qui est devenu un frère. Salut Nixie, c'est Moussa, John Café, toujours à droite sur la scène. Un grand big up à toi frérot et on se capte bientôt. À bientôt frérot. Il a dit les toujours frères, à droite sur la scène. C'est incroyable. Ben oui, ça c'est un vrai frère. Moussa, tu vois, je t'en parlais à l'instant, c'est un vrai frérot. C'est des mecs qui ont traversé toute ma carrière. Et qui est John Café. Et qui est John Café, qui est toujours à droite sur la scène. Pour ceux qui le connaissent, évidemment, c'est le grand Renoir balèze qui est toujours avec moi et qui fait ma sécu depuis tant et tant d'années, mais avant de faire la sécu, c'est un ami d'enfance, on vient de la même ville, il était dans le quartier d'à côté, aux Autres Plaines, on a fait le même collège, les mêmes galères, les mêmes problèmes, et c'est un frérot, Moussa, c'est un vrai frérot, c'est des gens que j'aime énormément, lui, La Vista, tous ceux qui sont restés avec moi, et tu sais, quand j'ai arrêté ma carrière et que j'ai repris après presque en scred pour faire quelques petites dates à Paris, c'est des frérots, je les ai appelés sur la pointe des pieds en mode, ouais, ça te dit gros, mais je te préviens, ça va pas être le même délire, tu vois, on va pas être... Et il m'a dit, mais avec plaisir, ça va faire plaisir, on va rebouger, machin et tout. Donc quand je te dis c'est des frérots, ce mot-là on l'a trop banalisé. Lui c'est un vrai frère, c'est quelqu'un qui peut sonner chez moi à n'importe quelle heure et je serai toujours là pour lui comme il a toujours été là pour moi. C'est beau, hein. Cynic, aujourd'hui toi tu fais partie des anciens du rap, hein. Ça y est. Oui, on peut le dire. Ouais. Mais il faut qu'on rappelle quand même ton palmarès, c'est plus d'1 500 000 albums vendus et on parle d'1 500 000 physiques. Ouais. Tu vois, à l'époque où il y avait un vrai CD, il fallait se déplacer, prendre la voiture, tout ça. Donc on parle pas du stream. Là aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que c'est devenu plus facile justement dans l'ère du stream, avec l'ère du stream? Dire ça, ce serait comment dire, ce serait minimiser ceux qui font des gros scores, etc. Mais en même temps, quand tu vas pas chercher, quand t'as pas la démarche il y a 1 500 000 personnes qui ont fait la démarche d'aller chercher un CD, tu vois. Je pense que ça a quand même changé le truc. C'est sans enlever au talent de ceux qui vendent beaucoup aujourd'hui, qui streament énormément, sans leur enlever rien du tout. Je pense qu'il était beaucoup plus difficile de vendre des albums à notre époque parce que, comme tu l'as dit, la seule manière d'avoir cet album, c'était de prendre ses yep, son billet, d'aller à la Fnac, etc. Donc il y avait une démarche physique où c'est pas dans ton portable, il arrive à minuit et t'as juste à l'écouter, tu vois. C'est ce que j'essaye de dire par là, c'est que le stream a facilité quelque part, c'est très bien, a facilité l'accès à la musique. La manière de comptabiliser est un peu bizarre, un peu, ça fausse un petit peu le truc. Moi, je suis, comme tu l'as dit, un ancien et de ma génération à moi, ce qui compte avant tout, c'est les ventes physiques. Et d'ailleurs, même le peu de fois où j'ai ressorti des trucs là récemment, tu vois bien qu'en stream, on fait rien du tout parce que le public est pas un public de... Quoique maintenant, ça commence à monter. Sincèrement, ça commence à monter. Les gens ont pris ce réflexe-là. Mais moi, ce sera toujours du physique parce que ça te donne pas envie de reprendre un petit peu là? Non, j'ai repris. J'ai fait 3 albums que j'ai produits tout seul. Ouais. J'ai arrêté en fait avec 609, Karim et Nabil en 2015. On a sorti Immortel 2, si je te dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et après, j'avais annoncé une première fois que j'arrêtais. Ça m'a démangé. Donc j'ai monté un label, j'ai créé une structure. J'ai ressorti 3 albums. Mais ça, c'était vraiment pour le kiff. Tu vois, vraiment, c'était vraiment pour le kiff. C'était juste pour aller faire. On a fait La Cigale, on a fait des belles l'Élysée-Montmartre, quelques belles tournées aussi en France, partout à droite à gauche. C'était juste pour le plaisir. Tu vois, maintenant, je pense qu'à un moment, il faut savoir arrêter. Arrêter la musique, pour moi, c'est juste les albums. Maintenant, il peut y avoir tu peux sortir des sons comme ça. C'est l'avantage du stream et c'est pour ça que c'est pas que de la merde le stream. C'est que ça va me permettre de sortir des sons à l'unité et aussi de répondre à quelques featuring et aussi de continuer les dates, etc. Donc 2024, on a le livre. 2024, on aura des sons. Et 2025, les 20 ans. Les 20 ans, ouais, non, ça, les 20 ans, j'y tiens de ouf. Mais ouais, non, c'est ça. Maintenant, tu sais, j'ai le luxe de faire ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, si j'ai envie de sortir un son à l'unité, je le fais. Si j'ai envie d'en sortir 3 d'affilée, je le fais. Si j'ai envie de faire juste 10 dates de concert, je le fais. J'ai plus d'obligations, je suis tout seul, je suis mon propre patron, je m'écoute tout seul dans la musique. Et c'est le plus grand des luxes. Et pareil, on vient d'une époque où le rap n'était pas aussi populaire que maintenant. Ouais. Pour gagner une victoire de la musique, à l'époque, il fallait y aller. Ouais. Aujourd'hui, il y a les flammes qui sont là. Ouais. C'est un truc que tu suis. C'est un truc où t'aimerais être
J'aimerais non, parce que j'aurais pas l'impression d'avoir ma place là-dedans. Tu pourrais gagner la flamme de l'artiste d'honneur. S'il y a un prix, s'il y a un prix symbolique pour l'ensemble de ta carrière, je trouve c'est possible. Mais c'est très bien que ça s'adresse au rap d'aujourd'hui. Et nous, on s'est beaucoup plaint de ça à l'époque, de pas être représenté aux victoires de la musique, d'être sous-représenté, voire même de se faire carotte, parce que c'est arrivé beaucoup de fois. Et ça, c'est arrivé encore il y a pas très très longtemps. Donc on s'est plaint de ça, et je trouve que c'est bien les démarches où tu récompenses, tu rends encore plus populaire cette musique. Voilà, je pense que ça va dans le sens du truc, et ça c'est quelque chose de vraiment bien. Y être, je sais pas, en tout cas regarder ça de loin et me dire que c'est mortel, oui. 8h53, Cynic est avec nous ce matin pendant encore quelques minutes. On va terminer avec les questions des auditeurs. Alors on a reçu un message de Greedy qui nous dit: vas-tu toujours au Parc des Princes? Quelle vision portes-tu désormais sur le PSG? J'y vais depuis toujours, hein. Tu sais, j'y vais depuis que j'ai 7 ans. Donc le parc, j'ai tout fait, j'ai fait tous les recoins du stade, j'ai été dans toutes les tribunes, et j'y vais toujours évidemment avec mon pote Steve, avec Chris, avec Jimmy, Abdou. T'as une tour Eiffel sur la main tatouée là? J'ai le logo du PSG. Ouais. Effectivement, donc non, nous c'est pas quelque chose qu'on prend à la rigolade comme ça. Nous, le foot c'est sérieux. Le foot c'est grave sérieux. Et bien sûr, j'y étais avant, j'y serai après. Et, avant Mbappé et après Mbappé. Bien sûr, je te dis, j'étais là-bas, j'avais 7 ans, donc tu penses bien que Mbappé il était même pas né. Donc le PSG c'est comme ça, c'est mon daron qui m'a mis dedans, et c'est mes souvenirs d'enfance où j'allais au parc avec mon père, et c'est un espèce de virus. C'est comme le foot, c'est comme ça, c'est inexplicable. Il y a des gens qui peuvent pas comprendre ça. C'est une passion. C'est même quand tu vas faire un truc de ouf et qu'il y a un match, tu vas surveiller du coin de l'œil ton téléphone. C'est comme ça, on y sera toujours. Croqueur, tiens, il pose une question. Tu parlais de ton label. Il dit: est-ce que tu accompagnes de jeunes talents dans ton label? Alors, je vais être honnête avec toi. Je vais être très, très franc avec toi. J'ai essayé à une époque, et la cassure, en fait, la manière de concevoir la musique, la mentalité est quelque chose qui m'a un peu effrayé. Nous, en fait, tu sais, on était très patients. C'est-à-dire qu'on avait cette patience de se dire, bon, il va falloir attendre, il faut faire ci, il faut faire les choses dans l'ordre, etc. Et une des choses que j'arrive pas à comprendre, et c'est sans doute de ma faute, c'est que cette génération veut tout de suite. Et je produisais un artiste, je citerai pas son nom, mais il avait une équipe et il se répartissait déjà de l'argent qu'ils n'avaient pas. Il y a plein de choses comme ça que je comprenais pas. Et dans les codes, on avait ramené un très, très gros artiste dans son clip, alors qu'il était même pas sur le morceau. Mais quand je te dis un big artiste, c'était vraiment un délire de ouf. Et juste parce qu'on le connaissait et qu'il était venu nous rendre un petit service, entre guillemets, pour populariser notre artiste à nous. Et il m'avait dit: ouais, mais t'as vu, j'ai pas envie d'être son petit peu, machin. Donc moi, dans la mentalité, je comprenais pas ce truc-là, et je t'avoue que je pense que ma place, elle est pas ici, parce que c'est deux manières de faire de la musique, et surtout de la concevoir et de la réfléchir, qui sont trop différentes aujourd'hui. Et je pense que les jeunes artistes doivent travailler avec de jeunes producteurs, comme ça ils sont dans le même délire, et ils vendent et ils font la musique de la meilleure manière. Alors ton livre s'appelle Une époque formidable. Il y a un chapitre que tu n'as pas écrit, c'est celui de l'après. Alors si tu devais te projeter maintenant, allez, on va dire dans 10 ans, imaginer le contenu de ta vie future, ce chapitre bonus, il ressemblerait à quoi? Pour être honnête avec toi, j'aimerais qu'il soit à l'étranger, avec des sociétés qui tournent de partout, comme ça, voilà, t'es tranquille, au soleil, avec mes enfants. J'aimerais en fait avoir une fin de vie calme, tranquille, avec des choses très très simples, du soleil, une mer pas très loin, de quoi aller courir un peu, faire un peu de sport, manger sainement. Voilà, je pense qu'on a été dans un tourbillon pendant trop d'années, que ce soit quand on était jeune ou quand on était artiste ou quand on est devenu entrepreneur. Et j'aimerais que mes dernières années de vie soient vraiment des années calmes où j'irais, je sais pas moi, faire du vélo avec mes enfants, nager, des choses vraiment toutes simples, tu vois, vraiment toutes simples, et c'est ce qui me ferait kiffer. La vraie vie, quoi. La vraie, celle qu'on aurait dû avoir depuis le début. C'est tout ce qu'on te souhaite. Le livre s'appelle Une époque formidable, très beau livre. Allez choper ça chez vos libraires, comme ça vous les soutenez également en même temps. Merci beaucoup Cynic, on vous souhaite une très belle journée à tous.